Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Aude de la Séglière. Merci de m'avoir présenté, d'avoir présenté les Impétueuses. Donc voilà, effectivement, nous sommes un réseau pour accompagner les femmes en reconversion et les femmes qui sont entrepreneuses et indépendantes. Et aujourd'hui, on m'a sollicité pour animer une table ronde autour de l'argent. Voilà, l'idée, c'est de lever les tabous, de vous éclairer et de vous apporter des clés concrètes sur votre vie professionnelle. Alors, avant de commencer, je voulais vous poser une question. Quelle est la place qu'occupe l'argent dans votre vie? Voilà. Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est un moyen d'atteindre une forme de liberté? Est-ce que c'est une reconnaissance? Est-ce que c'est un objectif? Voilà, 50 ans, la Rolex, for sure, bien sûr. Ou simplement, c'est un outil parce que l'essentiel n'est pas là. Notre rapport à l'argent, il vient de notre histoire, il vient de notre éducation, bien sûr, et puis aussi du regard de la société. Aujourd'hui, l'objectif est simple. Comment faire de l'argent un levier de choix, de liberté et de sécurité? Donc là, je vais donner maintenant la parole à nos 3 intervenantes qui vont dans un premier temps se présenter. Sandrine. Bonjour, Sandrine Chanfreau. Je suis directrice de l'agence Astragal, qui est une agence de communication qui crée du contenu stratégique éditorial pour les sites touristiques et patrimoniaux. Merci beaucoup. Vanessa. Bonjour, Vanessa Guyard, directrice régionale Aquitaine et Occitanie pour le groupe Soleris. Et on accompagne les demandeurs d'emploi dans leur reconversion et dans le retour à l'emploi durable. Bonjour à tous, Véronique Goursol. Moi, je suis agent général AXA. Donc, moi, j'ai une agence à Bordeaux et on assure tous les risques. Et l'argent, c'est un sujet, on en parle beaucoup dans nos agences. Merci beaucoup les filles. Alors, la première question que j'aimerais... Oui, bravo. Merci pour votre soutien. La première question que j'aimerais vous poser, c'est à quel moment l'argent est-il devenu un sujet important ou stratégique pour vous? Est-ce que c'est un événement particulier? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Et qu'est-ce que ça a pu changer concrètement? Vas-y, ouais, Sandrine, vas-y, je t'en prie. Moi, je dirais que c'était pas un vrai sujet parce que je pensais que quand on me proposait mon salaire, c'est ce que ça valait et que l'entreprise pouvait payer ça et pas plus. Voilà. Et vers la fin de la trentaine, début de la quarantaine, j'ai commencé à me projeter vraiment dans le futur et de me dire l'argent, en fait, c'est important dans le sens où, en fait, on prépare son avenir. Ça veut dire sa retraite, ça veut dire moi, j'ai eu 3 enfants. Ça veut dire aussi si on a des périodes de chômage, etc. En fait, il faut pouvoir capitaliser, investir. Et donc, c'est devenu un sujet important. Et aussi, quand j'ai commencé à voir le salaire de mes collègues, cadres comme moi, à poste équivalent, expérience équivalente. Et là, ça a commencé à vraiment, par contre, m'énerver parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'écart salarial. Et c'est pas que c'est devenu important en soi, c'est devenu important dans la reconnaissance. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai moins de valeur financière que mes collègues, quoi. Alors là, quand tu parles de tes collègues, tu parles des hommes? Ah oui, pardon, quand je dis mes collègues hommes, pardon. C'était tellement évident. Oui, bien sûr. Moi, j'arrive du monde du vin, et donc c'est un milieu quand même très masculin. Et oui, mes collègues hommes étaient tellement plus payés que moi, et c'était incompréhensible. Et là, par contre, l'argent a commencé à prendre une place prépondérante dans mon esprit en me disant, mais est-ce que ça veut dire que j'ai moins de valeur? En quoi cette différence de salaire se justifie-t-elle? Et en l'occurrence, il n'y avait rien. Au niveau des diplômes, j'étais plus diplômée qu'eux. Au niveau d'expérience, on avait le même âge. Enfin, voilà, donc c'est là où l'argent a pris une place importante, entre guillemets. Je me suis dit, non, il faut que je défende ça. Parce que, en plus de ce que j'ai dit en préambule, de ce que ça sécurise de l'avenir, de ce que ça dit de son indépendance de femme, de notre retraite, etc. Ok. Tu as déjà dit beaucoup de choses. Merci. Ça va être compliqué pour toi. Moi, l'argent, c'est pas une finalité.
Bon, bah, tu vas trouver autre chose. C'est pas une finalité. Finalement, ma carrière a fait que j'ai progressé et dans les fonctions. J'ai toujours travaillé, beaucoup, mais c'est peut-être d'autres sujets qu'on abordera plus tard. Et donc, effectivement, c'est un moyen de subvenir à ses besoins pour moi aujourd'hui. Mais pourquoi pas revenir sur des fonctions un peu plus simples et gagner un peu moins d'argent. Mais notre société ne nous permet plus de faire marche arrière. Je garde le reste pour après. C'est vrai. Bon, moi, je voulais dire la même chose. L'argent n'est pas une finalité. Moi, je vais parler un petit peu de mon éducation. Je suis issue d'une famille nombreuse et ma mère ne travaillait pas. Elle avait 5 enfants et elle m'a appris quelque chose, c'est qu'il fallait être autonome. Donc l'argent, ça permet d'être autonome et ça permet d'avoir une liberté. Et pour moi, l'argent, c'est pas un sujet d'homme, c'est pas un sujet de femme, c'est un sujet de société. En fait, l'argent, chaque personne a son besoin. Donc, en fait, il faut faire en fonction de ses envies, de ses besoins. Et je pense qu'il faut en parler. Il faut que ça devienne un sujet de tous les jours. Et c'est vrai que les femmes, on en parle un petit peu moins. Et moi, j'ai pris vraiment conscience de l'argent quand je suis devenue chef d'entreprise. Parce que quand on devient chef d'entreprise, il faut un peu d'argent pour se lancer. Et dans mon métier d'agent général, on se rend compte que l'argent, on peut avoir de l'argent en mettant même des petites sommes par mois et se retrouver avec un joli capital. Voilà. Donc... Oui. C'est bien, en plus, tu es passé un petit peu sur la question suivante, donc c'est top. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, le rapport à l'argent évolue en fonction des étapes de vie. Maintenant, on va parler des valeurs. Justement, comme tu le disais un petit peu, qu'est-ce que votre éducation vous a transmis sur l'argent et le travail? Et qu'est-ce que vous avez pu garder ou transformer? Vanessa, tu veux commencer? Tu m'avais dit un truc très chouette, justement. Je t'en rappelle. Ouais, je m'en souviens très bien. Donc moi, pareil, je viens d'une famille modeste, des parents qui ont toujours beaucoup, beaucoup travaillé. Mes premières années de vacances, je les passais à faire les vendanges avec eux en septembre, parce qu'ils prenaient leur congé payé en septembre pour travailler pendant leurs vacances. Donc j'ai grandi dans cette culture du travail. Dans cette notion de on va pas acheter quelque chose si on n'a pas l'argent pour le faire, on va économiser, et puis si on peut, tant mieux, et si c'est pas le cas, on s'abstient. Donc finalement, j'ai grandi, ça a été naturel pour moi de toujours travailler, chercher des jobs, compléter mes revenus, même encore il y a un an, je peux en témoigner, même malgré ma fonction et un salaire convenable, je m'en cache pas. J'ai fait des paquets cadeaux dans des magasins pour Noël, parce que pour moi, c'est toujours du plus. Je loue ma chambre d'amis pour gagner un petit peu plus d'argent. Donc il y a cette culture, cette éducation que je transmets à mon fils. Quand il me dit « Maman, c'est un peu chiant quand même d'avoir quelqu'un tout le temps à la maison, dans la chambre d'amis, on partage la salle de bain, la cuisine. » Et j'ai dit « Certes, par contre, quand on part en vacances, t'es bien content, quand tu me demandes une glace, de dire « Ok, c'est bon. » Donc voilà mon éducation face à l'argent. Et même si aujourd'hui, ma fonction me permettrait de ne plus faire ces jobs, je dis pas non. Et si demain, y a un coup de mou ou un coup de dur dans le quotidien, qu'il faut repartir le bosser le week-end, ça sera OK pour moi. Ouais, carrément. Sandrine. Pour ma part, j'ai été aussi élevée dans cette idée de il faut toujours travailler, j'ai toujours travaillé, et surtout avec une mère quand même assez féministe malgré tout. Donc, en tant que femme, il fallait que je sois indépendante, parce que indépendante, ça voulait dire je faisais vraiment ce que je voulais de ma vie, et ça, elle avait raison. Par contre, moi, l'argent, c'est plutôt le principe de pourvu que je puisse me délester de ce sujet, c'est-à-dire je gagne assez, j'ai pas envie de louer ma chambre, ou j'ai pas envie de compter, voilà. Et par contre, j'ai vraiment transmis ça aussi. Moi, j'ai 3 filles, transmis ça aux enfants, théorisé. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais la théorie du pot de yaourt, moi, je l'ai vraiment imprimée et enregistrée depuis très longtemps. Donc, c'est pour moi, évidemment, l'argent, c'est une valeur travail associée. C'est quoi la théorie du pot de yaourt? Tu peux nous en dire plus? Ça a été théorisé par une économiste je sais plus, en française, là. En fait, c'est que souvent dans les couples, les hommes payent la maison et les femmes payent les courses. Sauf qu'à la fin, les courses, on a capitalisé
des pots de yaourt vides, quoi. Voilà, c'est ça. Et par contre, les hommes, eux, ils ont payé la maison. Donc, ils repartent avec... en fait, ils ont augmenté leur capital. Et en fait, les femmes font beaucoup ça dans la répartition des charges financières. Elles prennent tout ce qui est volatile au final. Elles vont payer la moitié des charges, ou elles vont payer des charges, mais elles vont pas payer la voiture ou de l'investissement. Et c'est ça la théorie du pot de yaourt. Je vous conseille d'aller lire sur Internet, c'est hyper intéressant. Trop bien, merci. Véronique? Comme je vous le disais, moi j'ai été, pareil, éduquée avec la valeur travail. Et moi je voudrais vous raconter une anecdote parce que je pense qu'elle est parlante. Quand je suis arrivée à Bordeaux, j'étais toute seule, j'avais pas de travail, donc j'ai un peu galéré, il faut savoir un peu galérer. Et j'ai ouvert un compte dans une banque et ma banquière qui s'occupait de moi, elle s'occupait de la salle des coffres. Et elle s'occupait de comptes en banque comme moi, avec pas grand-chose quand je suis arrivée, parce qu'il fallait que je fasse ma place. Et un jour, je devais être un peu, peut-être à découvert. Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, la roue, elle tourne. Et je pense que cette phrase, elle m'a marquée, parce qu'aujourd'hui, la roue a tourné. Voilà, j'ai fait mes armes. J'ai beaucoup travaillé et c'est vrai que la notion de l'argent, on peut en manquer, mais on peut se construire et demain on peut avoir de l'argent. Voilà, donc... Top, merci beaucoup. Alors, ma question suivante, c'était au sujet de la pression sociale. Est-ce que justement la pression sociale ou le regard des autres influence nos choix financiers ou professionnels? Alors là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, très clairement. La réponse est oui, évidemment. Mais comment réussir à s'en détacher? Alors la pression sociale, elle est là. Mais en plus, on est dans une société hyper consommatrice. Donc c'est vrai qu'on a toujours un peu le regard des autres. Mais je pense qu'il faut s'arrêter sur nous-mêmes et dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, de quoi j'ai besoin. Et on va lâcher un peu ce regard des autres. Je pense qu'il faut aussi se centrer sur soi et faire ses propres choix. Merci. Vanessa. Je ne sais pas trop quoi répondre à la question. Je repense à une amie, c'est un sujet qu'on a souvent parfois en fin de soirée. Si demain on gagne au loto, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on va pas débattre maintenant, c'est pas l'objet, mais effectivement, les réponses sont très diverses. Me concernant, je pense que j'ai pas envie de changer de vie. Ma vie, je l'ai choisie, je l'ai construite, je suis fière de ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai fait toute seule. Donc oui, mettre en sécurité effectivement sa famille, aider ses amis. Mais finalement, c'est pas une finalité, encore une fois, de gagner beaucoup d'argent. Je pense que mon niveau de vie me va aujourd'hui et on peut retomber effectivement plus bas et il faut savoir se reconstruire. Voilà. Et le regard des autres, c'est ce qu'on a envie de montrer aussi. On peut gagner beaucoup d'argent et claquer et briller. Et puis on peut en gagner beaucoup et rester très soft et humble, tout simplement. Sandrine, quel est ton avis? Pour moi, je me sens pas du tout une pression sociale avec l'argent. Pour moi, l'argent, c'est important dans le sens du partage. C'est-à-dire que si j'en ai, c'est que je peux inviter tout le monde au resto, et la famille, emmener en voyage. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais je me sens pas une pression sociale. Je dois gagner beaucoup ou pas beaucoup, j'en sais rien. C'est pas le sujet. En fait, j'ai plus envie de m'épanouir. Par contre, c'est ce que je disais en préambule, c'est que la pression, elle est plus dans le rapport au salariat, quand on compare son salaire avec celui de ses collègues. Et c'est là où ça, par contre, le regard, il change et où le regard, il peut être distordu finalement. C'est-à-dire qu'on est content de son sort et puis on s'aperçoit que les autres ont plus de pression sur l'argent ou plus d'argent que nous. Et c'est là où on se dit, le rapport social change et on se dit, mais je vaux moins, je suis moins intéressante. C'est plus ça qui me touche que l'argent en soi, quoi. Où je vous rejoins complètement, quoi. Oui, en fait, on parlait de ça aussi par rapport effectivement à la société de consommation dans laquelle on est, où on surconsomme. Et qui peut être... Ouais, toi, tu le ressens pas du tout. Ah non, je me sens pas super concernée parce que moi aussi, j'essaye de lutter sur vraiment la société de consommation, sur les achats, etc. Compulsifs. Je soigne pas la déprime par
les achats dans les magasins de fringues. C'est génial. Mais non, mais c'est vrai. Et en fait, c'est vrai, on en parlait notamment avec toi, Vanessa, cette notion de piège, parce que effectivement, nos enfants aussi arrivent. Bah tiens, il y a les baskets, machin. Je veux les mêmes. Et ça peut être aussi par là où ça peut devenir un peu une pression. Par rapport à nos enfants et voilà. Mais ça aussi, c'est pareil pour toi. C'est merveilleux. Ouais. Ok. Très bien. Alors, la question suivante que j'aimerais vous poser, c'est concernant. Alors, c'est très concret. Négocier son salaire. Si quelqu'un veut demander une augmentation, quels sont pour vous les points qui sont essentiels pour le faire sereinement? Alors, on en avait parlé justement, Sandrine, toi qui as le micro, tu peux tout de suite. Alors moi j'avais une petite anecdote marrante, c'est que quand j'ai été embauchée à un moment donné par un château, j'avais fait une grosse négo de salaire parce que vraiment l'offre de départ était très basse. Et j'ai eu une réflexion du 19e siècle, peut-être 18e même, où le directeur en face était complètement désabusé et il me dit « Mais je comprends pas pourquoi vous négociez votre salaire, vous êtes mariés. » Genre, et franchement, je la partage avec tout le monde parce que c'est une pépite celle-là. Le truc incroyable. Et même moi, j'en ai rigolé sur le coup parce que je me suis dit, bah c'est vrai, que c'est pour mes robes et mes parfums. Donc, et à partir de là, en fait, je me suis aperçue qu'il fallait avoir un peu il fallait avoir une stratégie et pas non plus se poser en victime sur la négociation salariale. Donc, en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'est aussi que par la suite, pour négocier mon salaire, on a fait un travail avec les pairs, avec d'autres femmes dans d'autres châteaux, voilà, et à dire combien tu gagnes. Voilà, à jouer un peu la sororité sur ce sujet-là, pour avoir une idée de quels étaient les écarts de salaire qu'il y avait et du coup, quelle était notre marge de manœuvre. Donc déjà, ça, c'était intéressant. Et ensuite, vraiment, la négociation salariale, il faut faire comme les mecs, quoi. Il faut y aller en se disant, je les vaux. Les gars, quand on leur parle, ils ne se posent pas de questions. Ils se disent, cette année, j'ai vraiment bien bossé. Donc, j'y vais et je vais demander. Et nous, en fait, on met beaucoup trop d'émotions là-dedans. Et alors, c'est dur, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, c'est pas notre culture. Et en fait, pour ma part, c'est vraiment un jeu de rôle que je travaille. Je le travaille toute seule, je me fais des répètes dans ma voiture, enfin, je le faisais. Et je suis très factuelle. Toute l'année, je notais mes points d'amélioration. Parce qu'avec l'émotion, dans le coup, on oublie des points. Et voilà. Et ça, et après, on lâche pas. Parce que, par contre, autant, des fois, la réponse pour un homme va aller vite, autant pour les femmes. Et vous avez vu, il y a eu une émission hier soir sur tous les biais cognitifs, sur les disparités hommes-femmes. Et sur une femme, on ne va pas forcément lui dire oui de suite à une demande d'augmentation. Mais en tout cas, il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Et se sentir légitime, excusez-moi aussi. Non, oui. Très bien. Tu parlais aussi de se préparer à toutes les éventualités. Ah ouais. C'est vrai. Moi, je prépare ça mieux qu'un marathon, parce que j'aime pas les marathons, mais vraiment, je pitch toute seule ou je demande à quelqu'un en extérieur de me dire, vas-y, dis-moi quels sont les arguments qu'on pourrait m'avancer. Et pouf, je prépare des réponses. Je fais ça comme un petit jeu de rôle parce que vraiment, j'ai jamais été préparée à ça. Comme je dis, c'est une question d'éducation. Moi, on m'a plutôt dit, tu dois bien travailler. Si tu travailles bien, tu auras une augmentation. En vrai, si je la demande pas, je l'ai jamais eu. Donc, il faut aller la chercher. Et donc, s'il faut aller la chercher, ça veut dire que il faut être prête, quoi. Et il faut être armée. Alors Vanessa, tu portes pas tout à fait le même regard, il me semble. Ça dépend des... Je pense que c'est l'expérience. Dans ma carrière, j'ai pas eu l'occasion de demander des augmentations. J'ai toujours beaucoup travaillé et l'augmentation est venue à moi. Alors, super. Bon, là, j'ai changé de job il y a pas longtemps. Donc là, avant d'être embauchée, effectivement, sur une prise de poste, j'ai négocié un petit peu. S'ils me veulent, ils payent. Mais sinon, mis à part ça, c'est l'évolution interne, c'est la prise de responsabilité, c'est se différencier des autres qui ont finalement convaincu mon employeur que s'il voulait me garder, naturellement, il devait me donner tous les ans, lors de l'entretien annuel, une petite augmentation. Donc ça s'est fait facilement. J'ai pas eu besoin de préparer dans ma voiture et de pitcher.
Voilà, donc j'ai pas trop de témoignages sur la négociation finalement, ça s'est porté à moi au fil de l'eau. Juste peut-être pour compléter, c'est que mine de rien, ça a ses travers, puisque je me suis rendu compte sur mon dernier poste que tous les ans j'étais augmentée, donc pendant 7 ans, sans rien demander, et qu'à un moment donné, on est pris au piège. C'est-à-dire qu'on se dit que si on veut partir de l'entreprise, ça va pas être si simple, parce qu'on a un super salaire, et qu'on ne trouvera pas forcément mieux ailleurs. Donc finalement, l'entreprise, ils sont assez malins. C'est de se dire on augmente un bon collaborateur qui est compétent et qui nous ramène de l'argent, il faut pas se leurrer, et comme ça on la garde avec nous. Donc le jour où vous souhaitez partir, la réflexion elle est d'autant plus importante. Moi je suis seule avec mon fils, donc il y a aussi un risque, il n'y a pas un homme à la maison pour subvenir à mes besoins, je me débrouille. Donc ce qui fait effectivement on est quand même confronté à cette difficulté. Super, on est augmenté, mais finalement on est pris au piège dans cette augmentation et dans ses revenus. Voilà. Moi, je vais apporter mon témoignage en tant que salarié et en tant que chef d'entreprise, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai, pareil que toi, beaucoup bossé, pareil que vous d'ailleurs, beaucoup bossé, et c'est vrai que j'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Puis un jour, on m'a changé de fonction, on m'a donné beaucoup plus de responsabilités, et puis on m'a pas augmenté. Donc j'étais comme toi, j'ai fait mon pitch, je me suis dit mais comment je vais arriver à... On m'a donné cette opportunité d'évoluer, mais on ne me donne pas le salaire. Donc j'ai gardé les choses, je les ai travaillées, puis un jour je suis rentrée dans le bureau de mon patron et je lui dis la compétence n'a pas de genre, je le dis, c'est une phrase que j'aime bien. J'ai eu un poste à responsabilité, mais voilà, ça mérite peut-être un peu mieux. Et puis, j'ai donné le salaire que je voulais. Et je me suis dit, je vais me faire... Et tout compte fait, mon patron il m'a donné le salaire que je voulais. Et donc, je pense que la première chose, c'est oser. Et puis après, pour moi, c'est du donnant-donnant. En fait, chaque cas est particulier. Les salariés, on peut être des salariés, tout le monde n'est pas au même niveau. Et je pense que un patron d'entreprise aura envie de donner à quelqu'un qui donne. Voilà, donc maintenant c'est ma vision de chef d'entreprise, parce que quand on est chef d'entreprise, c'est nous qui payons. Et c'est vrai qu'on se rend compte quand on est salarié qu'on se préoccupe pas de combien l'entreprise paye, mais quand on est de l'autre côté, on se rend compte que quand on paye un salarié, on le paye pas le salaire qu'on vous donne, mais on paye 1,8 de plus. Donc moi, je dis qu'il faut que ce soit un rapport de confiance avec le collaborateur, et puis c'est donnant-donnant. Voilà, je pense qu'on donne, l'entreprise donne, et qu'il faut trouver le juste milieu entre ce que veut le collaborateur et ce que peut une entreprise. Merci beaucoup. Donc il y a vraiment cette notion quand même de courage, oser, mais quand même d'être très très bien préparé quand ça arrive. Alors maintenant, on va parler de sécurité. À partir de quand, justement, faut-il sécuriser sa situation financière? Bon, là, Véronique, peut-être que tu veux peut-être commencer. Oui, je vais pouvoir commencer parce que c'est mon métier. Voilà, moi, je suis passionnée, je fais un métier incroyable. Être agent général AXA, c'est être confronté à toutes les situations, à tous les risques, à rencontrer des hommes, des femmes, des situations. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est sécuriser vos revenus. Il faut épargner, même un petit peu, mais c'est ce qui achètera votre liberté le jour où vous en aurez besoin. Donc oui, c'est un sujet, et moi j'adore en parler, et j'adore en parler très simplement, parce que souvent l'argent c'est pas Wall Street, c'est pas les millions, c'est pas parler d'argent, on peut en parler simplement. Même si vous connaissez pas le cours de la bourse, on peut quand même parler d'argent, et on peut parler d'épargne. Voilà, l'épargne, c'est un vrai sujet, et moi j'adore ça, j'adore en parler simplement, et voilà. Tu disais aussi qu'il y avait un moment, est-ce qu'il y a un bon moment justement pour le faire? Quel est le meilleur moment? En fait, il faut épargner quand tout va bien. Oui.
Même quand on est dans une entreprise ou qu'on est en salariat, où il faut faire les choses quand c'est le bon, quand tout va bien. Parce que quand tout va mal, en fait, on vit un stress. On a un choc déjà émotionnel et on sait pas, on réfléchit pas. Donc, moi, je le dis, dans tout ce qu'on fait, faisons-le quand tout va bien. Vraiment, quand tout va bien, il faut agir et mettre de l'argent de côté, même, voilà, je dis toujours 5 € par jour, 150 € par mois, mais faites-le, et faites-le quand tout va bien. Oui, je suis d'accord. Moi, j'épargne depuis toute petite. J'ai cette habitude de me faire des auto-versements sur un compte d'épargne. Et puis mais après, voilà, j'ai une super conseillère bancaire et qui m'accompagne. Donc, effectivement, je pense qu'il faut en parler. Et pas se dire ce mois-ci j'ai une belle prime donc j'en profite pour flamber. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de faire. C'est un mois comme l'autre et puis peut-être qu'un jour j'en aurai vraiment besoin dans un cas de coup dur, dans une voiture qu'il faut changer, on ne sait pas. Donc au quotidien si possible et un peu plus quand le mois le permet. Oui, et en même temps, toi, ça fait vraiment partie de ton éducation, comme tu le disais. Ouais. Moi, j'ai que 2 crédits. Enfin, un crédit voiture et un crédit maison. Et après, vraiment, soit je peux me permettre de faire un achat, sinon je peux pas, quoi. Et j'attends. Voilà, et c'est ce que j'inculque à mon fils. Ouais. Sandrine. Rien de plus à ajouter, effectivement. Il y a un média qui s'appelle Vive Média, auquel je suis abonnée. Tous les mois, on reçoit une petite newsletter et qui parle des femmes et l'argent, justement, et qui incite à l'épargner et qui, justement, parle de façon très désacralisée et très simple de comment assurer son avenir financier et sa sécurité financière surtout, et de commencer très jeune en fait. Voilà, quand on est étudiante, on n'a pas de revenus, on se dit je peux rien épargner, mais en fait, même de faire un geste de 10 € par mois, en fait, c'est juste que ça donne des habitudes mentales en fait. Et je comprends qu'il y a des gens qui aient des budgets très serrés, mais c'est une comment on va dire, une philosophie un peu de vie qu'il faut se poser, quoi. Ouais. Bon, ce que je comprends en tout cas, c'est que la sécurité financière se construit avant les emmerdes. Oui. Voilà. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Et justement, quand ça va mal, si la situation financière devient compliquée, pour vous, quels sont les premiers réflexes ? Vous avez jamais eu votre expérience, votre propre expérience ou autour de vous, des situations stressantes En fait, si. Puis, pour ma part aussi, des chaos dans la vie ou professionnelle. Et donc, mais en fait, justement, l'épargne et les placements et fait que, en fait, on peut se reposer sur quelque chose. Ça reste quand même toujours angoissant, mais voilà, on a quand même investi dans des choses, donc ça rassure. Effectivement. Après, moi, je sais que je pense que j'aurais pas peur si demain devait m'arriver une tuile, hein, ça arrive à tout le monde, de repartir à zéro, d'accepter de vendre mes biens immobiliers, de repartir d'une page blanche et de me reconstruire. Avoir une double activité, mais ça c'est ma vie, donc continuer ainsi. Et puis après, peut-être demander de l'aide aussi à des personnes qui peuvent vous accompagner au sein des banques, des conseillers et de la famille et du réseau aussi, sans doute. Justement, Vanessa, quand on a échangé, tu parlais d'une de tes collaboratrices qui est venue vers toi pour te dire c'est compliqué pour moi en ce moment. Ouais, en tant que manager, j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, d'avoir des collaborateurs qui ont des fins de mois difficiles, qui demandent des acomptes à compter du 15 du mois. Et là, on est pris dans l'engrenage, on s'en sort difficilement. Donc, en réfléchissant à ce qu'on pouvait en tout cas proposer comme solution, c'était peut-être de dire on accepte que sur tes temps de repos, tes RTT, tes CP, tu puisses aller bosser en complément. Et j'ai été surprise effectivement du retour en indiquant que non, je suis en congé, je travaille pas. Donc après c'est une vision, hein. Moi j'ai été élevée dans cette notion de travailler toujours plus, alors pour gagner plus certes, mais pour sécuriser surtout ça dans les coups durs. C'est pas la vie de tout le monde, donc il faut aussi respecter, mais on se sent un peu démuni de pas pouvoir accompagner dans ces situations-là. On apporte des solutions et il y a un refus. Après c'est le choix des personnes.
Bah, le stress, ça peut être oui, l'argent, ça peut être un stress. On peut traverser une période difficile, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que mon métier, il a du sens. C'est qu'on a tendance à projeter la difficulté et de dire, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien, c'est commencer jeune à épargner, parce que si on veut éviter du stress, quand on a un petit pécule de côté et qu'on le voit, bon, traverser un coup dur, la difficulté c'est parfois de dire j'ai pas les moyens de mettre de côté. Et si on attend la fin du mois pour avoir les moyens, on n'a jamais rien à la fin du mois. Donc, automatiser. Parfois, il faut mettre un automatisme très jeune en disant, voilà, ça sert pour les coups durs et j'y touche pas. Et nous, on en parle beaucoup et on a énormément de solutions chez AXA pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Juste un complément. Enfin, moi, ça m'est arrivé de mettre de côté et de les ressortir à la fin du mois parce que le coup dur est à la fin du mois. Mais la démarche est faite en début de mois et on se dit, là, finalement, les 150 € ou les 50 €, ça va pas pouvoir le faire. Donc, je les reprends. Mais le mois prochain, je les remets. C'est pas perdre le rythme, en fait. C'est ça. Oui, et puis j'imagine qu'aussi dans ce genre de situation, il faut quand même agir vite et en parler, communiquer, ne pas rester dans l'isolement, quoi. Comment vous avez su que c'était le bon moment pour prendre une décision importante, malgré l'incertitude quand on se lance typiquement en tant qu'indépendante? Comment on sait que c'est le bon moment? Et est-ce qu'il y a un bon moment? Moi, j'ai parlé de mon expérience parce que voilà, j'ai été salariée pendant 30 ans. Et puis un jour, j'ai eu envie d'être indépendante et donc j'ai fait une reconversion professionnelle. Je pense qu'on le sait, on le sent, c'est le moment. Et moi j'ai eu la chance de le faire avec une super maison qui est AXA, qui donne les moyens aussi de le faire. Parce que quand on veut être indépendant, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Bon, déjà, il faut déterminer le propre choix qu'on a envie voilà, mais je pense que c'est des choses... c'est ce salon, par exemple, professionnel, c'est là où vous pouvez avoir tous les interlocuteurs et de dire, voilà, c'est le déclic, c'est maintenant. Tout à l'heure, il y a une personne qui est venue me voir qui s'appelle Sarah, donc je pense qu'elle est dans la salle parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là. Voilà. Et elle m'a touchée tout à l'heure en disant... voilà, à un moment donné, c'est maintenant, voilà, je vais être chef d'entreprise. Et moi, ça a été ça, et ça a été, voilà, je l'ai fait accompagner par AXA, mais voilà, faut y aller, faut oser. Si vous avez envie d'être indépendante, moi, je vous y encourage parce que c'est vraiment, voilà, une très belle expérience. Indépendante. Alors moi, pour le coup, c'est très courageux parce que je prendrai jamais ce risque. Voilà, vu ma situation. Mais bravo à celles qui l'ont fait. Moi, vous avez compris que j'ai travaillé dans un milieu avec beaucoup d'hommes et très patriarcal, et donc il y a plein de trucs qui m'énervent. Et donc moi, ça a été le bon moment quand à un moment, je me suis rendu compte que vraiment... j'allais pas mettre mon énergie à ce que... Enfin, ça faisait déjà 25 ans, donc je suis un peu lente à la détente. Mais que c'était toujours les hommes qui récupéraient, en fait, nos bénéfices. Et je me suis dit, en vrai, je vais le faire pour moi maintenant et mettre cette énergie-là pour moi, pour aussi... je trouve qu'il était aussi temps de respecter complètement mes valeurs. C'est-à-dire aussi en entreprise, en tant que salariat, il y avait beaucoup de valeurs que je m'y retrouvais plus. Et je me suis dit, c'est moi le vilain petit canard, hein, il faut que ça soit moi qui sorte. Et je vais mettre ces valeurs dans mon entreprise et je vais les appliquer. Et c'est ça qui a été plus fondateur d'un départ. Après, moi, j'ai eu très peur et j'ai encore très peur. Et je lutte tous les jours contre ça. Mais c'est une expérience géniale et sur laquelle, voilà, il faut oser. Enfin, de toute façon, le maître mot, je pense, c'est oser. Hein. Ouais. Je reviens juste sur Vanessa. Effectivement, là, on peut jumper sur l'entrepreneuriat, mais il n'y a pas que ces moments qui sont
Enfin, il n'y a pas que cette décision-là. Tu vois, tu m'avais parlé justement d'un projet futur. Ouais. Et ça aussi, ça demande d'oser. Et c'est... Oui, alors moi je me dis que c'est mon dernier poste en France. Ça fait presque un mois que j'ai changé de poste, avec un gros poste, un gros enjeu, une phase où je suis en insécurité totale parce que j'étais hyper compétente avant et là je me retrouve à rien savoir faire. C'est horrible. On reçoit des mails, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, on met 3 plombs pour faire une tâche, donc c'est pas du tout confortable, mais il faut traverser cette phase. Et je crois qu'on oublie, en fait, quand on change d'emploi, de poste, d'entreprise, on zappe ces 6 mois où on galère, où on se réveille la nuit, où on a des sueurs qui montent d'un coup parce qu'on pense faire une coquille, où on laisse un message répondeur de son ancienne entreprise avec son ancien numéro pro. Enfin, je fais que des coquilles, mais j'apprends chaque jour. Et donc moi, mon projet, effectivement, c'est de ne plus travailler en France, c'est de partir à l'étranger et de changer complètement de vie. Donc je vais oser, mais dans 7 ans, je me dis que c'est mon cycle en fait de changement d'emploi, c'est tous les 7 ans et demi à peu près. Donc je me donne 7 ans et demi pour capitaliser en France, mettre de côté pour mon fils qui lui restera là, je pense, le mettre en sécurité. Et moi, je vais oser, alors pas être entrepreneuse, mais sur des projets complètement transverses à l'étranger et subvenir juste à mes besoins. Ne plus gagner ce que je gagne aujourd'hui. Je m'en fous de m'habiller correctement. Voilà, juste prendre le temps pour soi, travailler parce qu'il faut bien payer ses factures et puis manger, mais en tout cas plus être dans cette société d'obligation d'un niveau de vie, de consommation, parce que les enfants vous sollicitent, parce que il faut... voilà, donc effectivement c'est un autre projet, mais plutôt perso, où le travail aura sa place, mais pas au même niveau. Merci beaucoup. En conclusion, quelle action concrète recommanderiez-vous pour les 30 prochains jours ? S'il y en a justement qui ont envie un peu de changer. Prendre rendez-vous chez AXA. Ouais. C'est bien que ce soit toi qui le dises. Donc prendre rendez-vous chez AXA. Et voilà. On a 2 belles agences et on est vraiment une équipe vraiment très sympa pour vous conseiller. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit qui est très vrai. C'est parfois quand on change de poste ou des fois on patauge un petit peu, hein. C'est difficile, il y a des peurs. Donc je dirais que dans les 30 jours à venir, c'est de les comprendre, ces peurs, et puis de foncer, d'y aller, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a des fois on part d'un poste où on connaît rien, on a l'expérience toujours qu'on a eue, mais le cerveau, c'est un muscle. Et ce muscle, quand on le travaille, on apprend. Et quand on apprend, on enlève les peurs. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai changé de l'automobile à l'assurance. Mais je peux vous garantir que même à 50 ans, le cerveau, il se muscle. Donc n'ayez aucune peur, vous pouvez changer. Et dans les 30 jours, je vous invite à vivre vos rêves. Sandrine, un petit mot. Moi, je dirais effectivement oser, ça c'est le principal. Et puis, comme je disais, quand on est salarié, aller voir avec ses pairs PAIRS pour savoir comment ça fonctionne autour, combien les autres gagnent, comment ça parle d'argent, quels sont les avantages sociaux dans les autres entreprises. Alors, ça donne toujours une idée de où est notre place et qu'est-ce qu'on peut aussi demander de plus. Et ce que j'avais dit, c'est par contre ne pas se fier à nos pairs PERS. Et donc nos familles au sens large, parce que c'est pas qu'ils nous tirent vers le bas, mais ils ont toujours tendance à vouloir trop nous sécuriser. Et en fait, des fois, ils sont pas soutiens dans le bon sens parce qu'ils ont envie de trop de sécurité pour nous, trop de confort, et que en fait, c'est plus les pères qui vont nous emmener, vont nous tirer vers le haut. Merci. Tu peux le redire. Ça suffit. Je vais prendre une com. Petit mot de la fin dans les 30 jours.
Osez lister effectivement tout ce que vous savez bien faire. Ça peut être un argument aussi dans sa négo de recherche d'emploi et de prise de poste. Et puis je pense qu'on peut se tenir à vos dispositions s'il y a des questions peut-être Oui, tout à pour fait. compléter. Oui. Voilà, merci pour Voilà. votre écoute. Tac. Donc c'est moi qui donne le micro. Ah non, d'accord. Ça marche. Je te voyais passer avec ton écharpe jaune. Merci. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a une transcription européenne qui va être faite cette année pour la transparence des salaires. Autant au niveau de l'entreprise, de l'intérieur de l'entreprise, que sur les offres d'emploi. Et donc, ce que vous en pensez par rapport à ça, puisqu'il va y avoir des négociations salariales qui vont être faites par rapport à ça. Donc, il est important que la transparence des salaires soit claire et pas juste une fourchette très très vague. Et pour que, en fonction des métiers, des secteurs et de l'expérience. Et évidemment, moi je trouve ça super parce que comme ça on saura exactement combien gagnent ses collègues. Donc ça c'est intéressant. Mais le salaire c'est pas juste aussi un chiffre. Le salaire c'est aussi des avantages. C'est une voiture de fonction, c'est des tickets resto. Des fois c'est des prises en compte de frais qui sont plus élevés que d'autres. Voilà. Donc le salaire c'est pas juste le chiffre d'heures à la fin du mois. Il faut aussi prendre en compte l'ensemble des avantages sociaux qui sont inhérents au salaire, quoi. Mais c'est déjà une bonne base. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose aussi. Voilà, parce que je pense qu'il faut qu'on parle maintenant d'argent, ça soit libre. Voilà, donc je vais répéter ce que j'ai dit, mais la compétence n'a pas de genre. Donc homme, femme, voilà, on peut jouer la transparence si, comme tu le disais, on compare tout. On compare le poste, on compare l'investissement de chaque personne, parce qu'un salaire, c'est un chiffre. Mais au-delà du chiffre, il y a plein de choses. Effectivement, il y a la voiture de fonction, les avantages. Mais c'est une bonne chose, en fait. Voilà, je pense qu'il faut qu'on enlève ce côté. Il y a des pays, vous parlez aux États-Unis, tout le monde parle librement de ce qui gagne. Voilà, mais il faut comparer aussi ce qui est comparable. Et si je peux me permettre aussi, pour moi, un employeur qui n'est pas transparent sur les salaires et qui n'essaye pas d'avoir de l'équité, il joue quand même un peu à la roulette russe. C'est-à-dire que le jour où vous vous apercevez que vous avez été sous-payé par rapport à vos collègues pendant des mois, des années, en fait, qu'est-ce que vous faites? Résultat, vous avez une salariée super démotivée, dégoûtée. En fait, c'est très mal joué. Vous pouvez avoir une salariée hyper investie et quand elle s'aperçoit que ça fait des années qu'elle aurait pu avoir un meilleur salaire, vous êtes en train de perdre peut-être une super compétence dans votre entreprise. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question sur la négociation de salaire. Alors, j'espère que ma question n'est pas trop précise, mais sur la négociation de salaire à l'embauche. Donc, quand, par exemple, on vient d'une période difficile, que ce soit une longue période de chômage ou que vraiment on a besoin de cet emploi-là et qu'on se met la pression parce que voilà, on en a vraiment envie et qu'on en arrive à se dire mais moi je veux ce poste, quel que soit le salaire en fait. Comment on arrive à pas se dévaloriser au point d'accepter n'importe quoi et de se dire quand même, même si j'ai vraiment besoin de ce poste, je le veux pas à n'importe quel prix et que voilà, je sens que j'ai quand même une valeur et de pas tout accepter, quoi. Alors, on en avait parlé avec Aude justement, parce que je comprends complètement cette pression, c'est-à-dire j'ai besoin de ce travail si je suis restée un moment au chômage. Sauf que ça revient juste à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que au final, dans 3-4 mois, quand votre situation se sera de nouveau sécurisée,
vous allez être super frustré. Et au lieu d'apporter des choses positives à l'entreprise, vous allez de nouveau être à reculons. Et soit vous allez vous remettre à rechercher un autre poste. Donc en fait, c'est aussi à vous de prendre votre responsabilité si ça ne correspond pas à la valeur que vous pensez sur la mission. Alors après, comme je disais, il faut regarder les fourchettes de salaire sur les pairs. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les grilles de salaire de l'entreprise? Voilà. Mais moi, je pense avec l'expérience qu'en vrai, il ne faut pas lâcher, même si on prend le risque de ne pas avoir le job. Au final, de ne pas avoir le job, finalement, vous allez le perdre dans le temps. Parce que ça va vous énerver, vous ne gagnez pas ce que vous voulez. Donc finalement, dans 6 mois, 8 mois, soit vous allez être énervé, soit vous allez aller en burn-out, soit vous allez... Enfin, et au final, ce n'est pas positif pour vous. Mon point de vue. Alors moi, je vais nuancer un petit peu. Si effectivement le poste vous tient vraiment à cœur et que vous êtes sûr d'avoir toutes les compétences, que vous cochez toutes les cases, là je te rejoins, ça se prépare, donc bien lister en lien avec la fiche de poste ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, votre plus-value, clairement, identifier quels sont vos besoins, quel est votre budget du quotidien et en dessous de quoi vous ne pouvez pas descendre, enfin ça c'est important. Et ensuite, commencer une négo en disant ok, j'ai telle compétence à vous apporter. C'est vous qui amenez des compétences à l'entreprise. Ne pas oublier que l'entreprise, il a un gros enjeu à vous embaucher. Enfin, ça coûte cher de recruter quelqu'un. Et en temps, et si on se trompe aussi, on repart à zéro. Donc, dans les deux sens, il y a un enjeu fort. Donc, identifiez vos compétences. Quel est votre salaire minimum acceptable pour subvenir à vos besoins? Pas être dans le rouge, sinon, effectivement, on prend pas de plaisir au travail, il n'y a aucun intérêt. Et puis après, peut-être voir pour une fourchette, se dire, ok, je redémarre sur un nouveau poste, une nouvelle fonction, mais j'ai des compétences à vous apporter. J'accepte ce salaire au démarrage, peut-être. Et puis, dans 3 mois, 6 mois, fin de période d'essai, on se revoit et on renégocie. Mais être très transparente dans votre entretien. Alors moi, je vais avoir mon regard de chef d'entreprise, puisque je vous ai en face de moi. Vous êtes très motivé. Vous avez une période peut-être très importante sur vous n'avez pas eu d'emploi. Mais si j'ai un candidat en face de moi qui va avoir confiance en ses compétences, c'est vrai qu'une entreprise, quand elle embauche, on a toujours un risque. On ne connaît pas la personne. On a beau avoir quelqu'un de super motivé, vous pouvez avoir quelqu'un de très motivé à l'entretien, puis 3 jours ou une semaine après, c'est plus la même personne. Donc je pense qu'il faut faire, je dis pas qu'il faut accepter, mais il faut se dire, je disais tout à l'heure, c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un pacte. Ok, moi je veux bien commencer, je suis hyper motivée. Mais si demain je fais mes preuves, est-ce qu'on peut avoir dans les 2 mois, 3 mois, après ma période d'essai, une augmentation et de la négocier? C'est-à-dire on peut accepter d'avoir un poste et tout donner pendant 6 mois, laisser 6 mois, 1 an. Mais négocier déjà la prochaine étape. Parce que quand on est chef d'entreprise, parfois, on a quelqu'un qui arrive à un entretien, on le sent un petit peu, mais on a envie de le prendre, et puis il va nous surprendre. Puis des fois, on a des entretiens où vraiment c'est tout feu, tout flamme, je suis hyper motivée et ça se passe pas pareil. Donc, une embauche, c'est sur du court, moyen et long terme. Donc moi, si j'ai un conseil, déjà, faites-vous confiance. Voilà, c'est pas parce que vous avez été au chômage pendant 6 mois, 8 mois, et puis faites un pacte avec le futur employeur et dire voilà, je suis très très motivée, si vous me donnez ça, essayez de négocier un petit peu avant, mais faites-vous des étapes avec le futur employeur. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un salaire, c'est pas que le chiffre, ça peut être quelque chose qu'on a préparé, c'est-à-dire l'entreprise peut dire non, je peux pas mettre autant, et dans ce cas-là, vous pouvez dire ok, mais moi, est-ce que je peux avoir une voiture de fonction, est-ce que je peux avoir des tickets resto? En fait, essayez de trouver des avantages sociaux qui vont compenser au départ un peu votre écart entre ce que vous souhaitiez et ce que l'entreprise vous propose. Le salaire, il faut vraiment le voir dans une globalité.
Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. J'arrive. Bonjour, merci pour vos interventions. Alors moi j'ai eu deux points qui rejoignent un peu ce qui vient d'être dit, mais lorsque je discute autour de moi, donc surtout avec mes pairs PAIR, ES, c'est vrai que quand on veut changer de travail, on est nombreuses lorsqu'on échange, à se dire jusqu'où je suis prête à baisser mon niveau de rémunération. Et c'est vraiment la grande tendance que j'ai observée. Je n'ai pas fait d'études sur le sujet, mais en tout cas, c'est vraiment le fruit de mes échanges. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez constaté, vous, et est-ce que vous l'appliquez en tant que dirigeante, une baisse de rémunération en ce moment? Donc je parle de rémunération et pas de salaire, justement, avec tout ce que ça englobe. Et deuxième point, il y a différentes études qui sortent régulièrement. Je crois qu'il y en a une il n'y a pas longtemps de l'APEC, où on constate à nouveau que l'emploi des cadres à Bordeaux est vraiment en deçà de ce qui se pratique au niveau national. Alors on sait tous que la difficulté de trouver un logement à Bordeaux, elle est de plus en plus importante. L'inflation, le coût de la vie, etc. Donc est-ce que vous avez constaté ça? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces sujets? Merci. Merci pour cette question qui est très pertinente. On va dire que moi, pour ma part, moi je travaille pour AXA, mais je suis un indépendant et je travaille avec, on a des petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est comment va la santé financière de l'entreprise. Donc, moi, pour ma part, si mon entreprise fonctionne bien, j'aurais tendance à vouloir garder mes collaborateurs et ne pas impacter un salaire, voire augmenter. Après, pour la partie cadre, je pense que ça dépend vraiment de chaque entreprise, parce qu'on a des entreprises, je vais parler chez AXA sur la direction régionale, donc qui est une entreprise beaucoup plus importante que moi. Et moi, je suis agent général, mais je côtoie tous les cadres de l'entreprise AXA. Et le retour est très positif. C'est-à-dire que je pense, je les vois, et je pense que en fait, ça dépend de la politique de l'entreprise. Voilà. AXA valorise ses collaborateurs. Il y a des plans épargne entreprise qui sont mis en place, que nous, on peut-être pas mettre en place dans nos agences, mais quoique. Mais ça dépend vraiment de la politique. Et aujourd'hui, il y a des grands groupes qui jouent le jeu. Et AXA en fait partie. Ça, je peux le confirmer, même si je ne fais pas partie d'AXA en direction régionale. Et il y a des entreprises qui, peut-être, ne jouent pas le jeu. Donc, j'aurais tendance à dire, essayez de regarder un peu le marché et sélectionner les entreprises qui valorisent la valeur travail et valorisent les collaborateurs. Est-ce qu'on a répondu à votre question? À vos questions? Après, sur le territoire, effectivement, c'est compliqué. Moi, j'ai changé de boulot il n'y a pas très longtemps. Mais clairement, je faisais de l'accompagnement précédemment et je conseillais aux personnes que j'accompagnais de chercher en dehors de Bordeaux. Aujourd'hui, les postes de cadre, il y a du télétravail. Donc, effectivement, peut-être que parfois d'aller sur Paris 1 ou 2 jours par semaine ou sur une autre grosse ville, ça peut valoir le coup aussi. Quand on est saturé sur un moment donné, ouvrir un petit peu, voir ce qui se passe ailleurs. Et je crois qu'on n'est pas très bon en mobilité sur Bordeaux. Enfin, c'est compliqué de faire bouger les gens. Rien que quand on dit on a un travail sur le bassin, oh là, c'est loin. Bon, voilà, on aime bien travailler à côté de sa maison. Je crois qu'aujourd'hui, la dynamique économique fait qu'il va falloir ouvrir et être un peu plus mobile si on veut effectivement espérer avoir la rémunération qu'on avait précédemment. Moi, je suis pas du tout experte, mais il me semble que c'est vient aussi du problème du tissu économique, c'est-à-dire que Bordeaux n'a jamais été une terre de grandes industries, de très grandes entreprises. Donc, en fait, ce sont des TPE, des petites PME, et donc effectivement, l'emploi cadre est rare.
et que quand on change, c'est très compliqué. Moi, du monde viticole, je le vois, quand on quitte un poste, retrouver, on ne peut pas partir de zéro. Faut sécuriser l'emploi d'après pour partir si on n'a pas de projet, parce que c'est impossible sinon de retrouver directement. C'est parce que ce sont des petites entreprises, quoi. Mais comme je dis, j'ai pas d'expertise économique. C'est bon, on est dans le timing. Bon, merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup.